Bon, dans cette dernière séance, il faut que je parle d'extension galoisienne, mais surtout, il faut d'abord faire vite fait quelque chose sur des extensions séparables. Je vous ai dit, la séparabilité, c'est quelque chose de plutôt commun, et donc l'inséparabilité, c'est plutôt exotique, donc on va vite dire un peu de quoi il s'agit quand même. Extension séparable. En fait, en caractéristique 0, toutes les extensions vont être séparables, donc ça ne va pas nous concerner tant que ça. Et même les extensions de corps fini, l'extension algébrique de corps fini vont automatiquement être séparables. Pour un polynôme, soit K un corps et P dans K crochet X irréductible. Alors je fixe aussi K bar, une clôture algébrique de K. On dit que P est séparable. P est séparable si ces racines dans K bar sont simples. Sont simples. Bon, ça ne dépend pas de la clôture algébrique de K. Voilà, c'est des choses qui sont assez claires. En fait, on peut démontrer plus facilement proposition. Donc avec la même notation. P est séparable. C'est équivalent à dire que P et sa dérivée P' sont premiers entre eux. Ce qui est encore équivalent à dire que P', sa dérivée, en tant que polynôme, est non nulle dans K crochet X. Donc ça c'est clair, hein? P est séparable, c'est équivalent à P et P' sont premiers entre eux, parce que si P n'est pas séparable, c'est plutôt pas contraposé. Si P n'est pas séparable, il y a des racines multiples, et s'il y a des racines multiples, par Leibniz, c'est aussi une racine de P', et donc P et P' ont un facteur en commun en K bar de X, et donc aussi un facteur en commun en K crochet X. Donc ça c'est aussi P a une racine multiple. Et si P et P' ne sont pas premiers entre eux, ils ont un facteur non trivial en commun, qui est une racine d'un K bar. Et donc ça va être une racine de P et P', et encore par Leibniz, il y aura une racine multiple. Là, c'est une condition un peu bizarre. Hein. P et P' sont premiers entre eux. P est irréductible. Donc s'ils n'étaient pas premiers entre eux, le seul diviseur irréductible commun qu'ils puissent avoir, c'est P. Donc si P divise P', comme P' est de degré strictement inférieur à P, il doit être 0. Oui, donc encore pas contraposé. Si P et P' ne sont pas près entre eux, P' est 0. Et réciproquement, si P' est 0, évidemment, P et P' ne sont pas premiers entre eux, parce qu'un diviseur commun, ça serait P. Donc la démonstration, en fait, je l'ai fait oralement. Hein, donc du coup, vous voyez, P' égale 0, pour un polynôme irréductible, donc de degré au moins 1, P' égale 0, c'est très rare. Ça arrive uniquement en caractéristique P. Donc le corollaire, c'est que si caractéristique K est 0, tout polynôme P dans K crochet X irréductible est séparable. Donc pour donner des exemples non séparables, il faut donc prendre un corps de caractéristique P
donc par exemple fp, mais ça ne suffit même pas. Fp ne suffit pas. Je vais prendre le corps de fonction sur fp en t, corps de fraction rationnelle. Et je prends p, une racine pim de t, justement. P s'annule en une racine pim de t. Vous voyez, c'est un polynôme, donc k crochet x. T, c'est une constante, il faut y penser comme une constante maintenant, c'est un élément du corps de base. Donc c'est un polynôme de degré p en x. Vous voyez, sa dérivée, c'est p fois x puissance p moins 1. Je prends la dérivée par x, c'est un polynôme en x. Donc sa dérivée, c'est p fois xp moins 1, moins dérivée de t, c'est 0. Et p étant 0, vous voyez, j'ai bien p' égale 0. Donc p n'est pas séparable. D'après la proposition précédente. Et on peut le voir, parce que adjoignons une racine de P à K, donc soit L, K crochet X quotienté par P. Donc je vais noter, c'est un peu suggestif, c'est de noter la classe des X. Comme c'est un élément de L qui est racine de x paimenté, je vais le noter racine Pm de t. Parce que c'est vraiment ça. C'est un élément de L dont la seule propriété, c'est que sa puissance Pm est égale à t. Donc j'ai une extension. Maintenant, vous voyez, là, c'est là où c'est rigolo, parce que en fait, j'ai donc une racine dans L. De P, j'ai une racine dans L pour P. Donc P racine T est une racine de P dans L. Si vous mettez x moins racine Pm de t en facteur, il va y avoir une surprise. En fait, on peut le voir tout de suite. En fait, ce sont toutes les racines de P dans L. Parce que si j'écris ça, puissance P, dans L crochet X, je m'amuse à calculer ça. Je sais qu'en caractéristique P, prendre de puissance PIM, c'est sympa parce que c'est additif. Donc c'est x puissance P moins P racine TIM, T racine PIM de T puissance P. Donc c'est x puissance P, et ça, cet élément-là, je n'en sais rien. La seule chose que je sache, c'est que sa puissance PIM est égale à T. Voilà, je pense que c'est l'exemple à retenir. C'est qu'on adjoint une racine à P, et P est complètement décomposé. Et en fait, c'est la seule racine de P. Donc c'est une racine multiple. Oui, donc P possède racines multiples dans L. Et même toutes ces racines. Donc c'est une extension normale. En fait, c'est une extension normale. L sur K est normale parce que P est complètement décomposé là-dedans. J'ai adjoint toutes les racines d'un polynôme à K. Mais on va dire qu'elle n'est pas séparable. Parce qu'on définit de manière générale une extension L sur K, extension algébrique, est séparable si pour tout x dans L, son polynôme minimal sur K est séparable. Ça paraît encore une condition invérifiable, parce qu'il faut vérifier ça pour un nombre infini d'éléments.
Mais la proposition, c'est que si vous adjoignez des éléments séparables, la séparabilité est transitive. Donc, si vous adjoignez des éléments séparables à un corps de base, vous obtenez une extension séparable. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce paragraphe. C'est que, par exemple, je me place dans un corps algébriquement clos. La clôture algébrique ça ne va pas être séparable, vous voyez, ici, parce que ça, je peux mettre ça dans la clôture algébrique de K, et donc je vais avoir des extensions séparables et non séparables dans une clôture. Mais si vous prenez des éléments dans K bar sur K, séparables sur K, alors l'extension obtenue en adjoignant ces éléments est séparable, est une extension séparable. Ça se détecte parce que la séparabilité, déjà pour des extensions monogènes, se détecte au niveau de nombre de morphismes. C'est justement ce qu'on avait dit, c'est qu'on est content si un polynôme a autant de racines distinctes que son degré. Comme ça, j'ai plein de morphismes. Ici, j'ai juste une racine, donc j'ai qu'une seule morphisme de cette extension de degré P de K dans K bar. Et c'est trop peu pour... on peut encore le dire pour cet exemple. On peut tout voir sur cet exemple. Dans cet exemple, donc ça implique aussi que les morphismes de L de K dans K bar sur K, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'il n'y a qu'une seule racine. Donc il n'y a pas assez de marge. Donc aussi les automorphismes, même si c'est une extension normale, cette pauvre extension n'a qu'un seul automorphisme. Parce qu'un automorphisme de L sur K, c'est en particulier un morphisme de L sur K dans K bar sur K. Si par exemple, j'identifie L avec un sous-corps de K bar. Oui, donc même si c'est normal, il n'y a pas autant... Je n'ai pas le nombre d'automorphismes voulus parce que le degré d'extension, c'est quand même une extension de degré P. Donc c'est une extension normale, non séparable. Et voilà, c'est ce qui arrive quand on commence à travailler en caractéristique P. On va avoir ce genre de pathologie un petit peu, je dirais. En tout cas, du point de vue de la théorie de Galois. Donc, ce qui est important à dire, donc, c'est que c'est ça la proposition, c'est que L sur K algébrique, disons fini, extension algébrique finie, donc finie, parce qu'une extension finie est algébrique. Alors, ce qu'on démontre dans ce paragraphe, c'est que le nombre de morphismes dans K bar, de L dans K bar, est égal au degré de l'extension. En particulier, si vous pouvez supposer L comme c'est algébrique, vous pouvez supposer que c'est une sous-extension de K bar sur K. Donc en particulier, si L sur K est de plus normal, tous ces morphismes envoient L dans L, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, et on va même L sur L. Donc, c'est des automorphismes de L sur K. Donc, si... Je n'ai pas dit que c'était séparable ici. Fini et séparable, bien sûr. Si L est séparable, alors, si L sur K est séparable, alors j'ai suffisamment de morphismes de L dans K bar. Si maintenant L sur K est en plus normal, ici à gauche, j'ai l'ensemble des automorphismes. Et donc, si on a une extension séparable et normale,
on a le nombre d'automorphismes, on a le nombre de symétries qu'on veut. Voilà. Donc si on a un caractéristique 0, cette condition de séparabilité est automatique. Et donc il n'y a que la normalité qui est importante. Et la normalité, on l'a bien comprise tout à l'heure, on a vu plusieurs exemples. Les extensions normales finies, c'est des extensions de rupture d'un polynôme non nul. Et inversement, toute extension de rupture d'un polynôme non nul, c'est une extension normale. Donc on n'a qu'à s'intéresser à ces extensions-là, en caractéristique nulle. Voilà, donc ça c'était très vite fait. Vous allez pouvoir lire tout ça dans le poly qui ne va pas tarder de sortir. Et on va maintenant passer aux extensions galvasiennes. On peut tout de suite commencer par la définition. Soit L sur K une extension algébrique. L sur K est galoisienne. Que ce soit fini ou pas, on dit qu'elle est galoisienne. Si L sur K est normale et séparable. Donc si K est de caractéristique 0, la séparabilité est automatique et il suffit d'avoir une extension normale. Et une extension galoisienne finie, c'est bien sûr une extension finie qui est normale et séparable. Il y a une première proposition qui est importante. Donc on peut en construire très facilement. Si je me donne un corps K, soit L un corps quelconque, et j'ai un sous-groupe fini des automorphismes de L comme corps. Ou si vous préférez, je regarde L comme extension de son corps primitif et je regarde le morphisme. Je regarde le morphisme de L sur son sous-corps premier, mais je regarde un sous-groupe fini. Je prends n'importe quel sous-groupe fini dans le groupe de tous les automorphismes de L comme corps. C'est juste les automorphismes d'un O, de L dans lui-même. L'application bijective de L, qui sont de L dans lui-même, qui sont des morphismes d'un O, si vous voulez. Mais on peut aussi voir ça, L comme une extension de son corps premier, et regarder ça comme les automorphismes de cette extension-là, qui n'est pas forcément algébrique. L, c'est un corps quelconque. Je regarde un groupe fini dedans, donc je pose K, le corps des invariants, je n'ai pas défini ça, c'est le corps de le sous-ensemble de points fixes. L puissance G, ça va vouloir dire le X dans L, tel que pour tout sigma dans G, sigma X égale X. Alors K est un sous-corps. De L, et l'extension L sur K est galoisienne. Et son groupe d'automorphisme, c'est pile G. Les éléments de G, c'est évidemment... Les éléments de G, ce sont des automorphismes de L sur K, n'est-ce pas? Parce que c'est des automorphismes de L qui sont l'identité sur K par définition. Donc G est contenu dans l'ensemble des automorphismes de l'extension L sur K. Et on a même égalité.
Donc en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une extension galoisienne, on a exactement que l'ensemble des automorphismes. L'ensemble des automorphismes L sur K, c'est le degré sur K. Donc en particulier, le degré de L sur K, c'est le cardinal de G. Voilà, ça c'est une première proposition qui s'appuie sur le lemme de Dedekind. Ce n'est pas si compliqué que ça. Hein. Je ne vais pas le démontrer parce que je n'ai pas trop le temps. En fait, le théorème principal de la théorie de Galois dit la réciproque, en fait. Ça revient à dire la réciproque. Donc je ne vais pas démontrer cet énoncé, c'est un peu long, ça se démontre, sans trop de problèmes. En fait, le fait que K soit un sous-corps, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, un 1 est fixé par sigma, donc c'est déjà un sous... voilà, donc l'élément neutre multiplicatif est dedans. Si vous avez deux éléments qui sont fixés par sigma x et y, leur somme l'est aussi, leur produit l'est aussi. Donc on a un sous-anneau. Hein. On a un sous-anneau, et si x est non nul, est fixé, et son inverse l'est aussi. Hein. C'est assez clair que c'est un sous-corps. Le point délicat, c'est de démontrer que l'extension L sur K est finie. C'est par là qu'on commence. En fait, il faut démontrer que voilà, si n c'est le nombre d'éléments de G, on démontre que toute famille de cardinal n plus 1 dans L est K liée. Donc la dimension de L sur K est inférieure ou égale à n. Et après, avec Dedekind, comme on a au moins n automorphismes, on a égalité. C'est ça, en gros, la démonstration. Donc le réciproque est peut-être la clé de la théorie de Galois. Et la clé de la théorie de Galois. C'est donc le théorème qui est maintenant facile à démontrer, mais c'est parce qu'on a fait beaucoup de travail. Que soit L sur K une extension galoisienne. Fini. Alors, j'ai un peu un regret ici, j'ai oublié de dire que, en fait, dans ce cas-là, on note L sur K, le groupe des automorphismes de L sur K. Si on a une extension galoisienne, on appelle le groupe des automorphismes le groupe de Galois. Et on note Gal sur LK. On appelle ça le groupe de Galois de L sur K. Donc ici, c'est le groupe de Galois, c'est une extension galoisienne. Et G est le groupe de Galois de cette extension qu'on a construit un peu à l'envers. On a commencé avec un corps et un groupe fini d'automorphisme. On prend son corps fixe et on obtient un groupe de Galois. En général, en pratique, ça se passe plutôt inversement. On construit un corps, par exemple en adjoignant des racines, parce qu'on en a besoin, et on veut avoir une extension galoisienne. Et on aimerait bien qu'après le corps, pour les raisons qui vont être claires plus tard, on aimerait bien que le corps avec lequel on avait commencé, c'était l'ensemble des points fixes pour l'action du groupe de Galois. Alors c'est ce qui se passe.
Alors K, qui est bien sûr contenu dans les points fixes du groupe de Galois, est égal au point fixe de l'action du groupe de Galois sur L. D'accord? Donc ici à droite, j'ai donc le X dans L, tel que pour tout sigma automorphisme de L sur K, sigma X égale X. Pour vérifier qu'un élément est dans K, il suffit de vérifier que tous les conjugués de ces éléments, parce que c'est des conjugués, sont égaux. C'est exactement ce que vous faisiez en première année, ou dès que vous avez vu les nombres complexes. On dit un nombre réel, un nombre complexe est réel si seulement si il est égal à son conjugué complexe. C'est l'analogue, ça c'est l'énoncé analogue. On peut le démontrer grâce à la proposition précédente. Parce que, comme c'est une extension finie, égale L sur K, comme c'est une extension finie galoisienne, le groupe de Galois, c'est juste le groupe des automorphismes. J'ai dit que pour une extension galoisienne finie, extension séparable et normale, il y a exactement le nombre d'automorphismes qu'il faut. On a vu dans le paragraphe précédent. Donc si je prends G égale le groupe de Galois de L sur K et j'applique la proposition précédente, j'ai donc LG dans L. C'est mon corps d'invariant par G qui contient K. La proposition précédente dit que ça c'est de degré L sur K. Mais cette extension-là aussi est de degré L sur K. Donc la pauvre extension ici ne peut qu'être de degré 1. Et une extension de degré 1, ça veut dire que K est égal à LG. Oui, cette démonstration est très courte maintenant. Mais bon, c'est parce qu'on a fait beaucoup de travail avant, notamment ce travail-là. Là, il y a beaucoup de... Hein. Si vous supposez, vous dites qu'une extension galoisienne, c'est une extension où vous avez cette égalité-là, ça devient nettement moins difficile. Hein. C'est pas ça. On a supposé qu'on a une extension normale et séparable. À partir de là, on a démontré que le nombre d'automorphismes L sur K, c'est exactement le degré. C'est tout le chemin qu'on a vu depuis quelques paragraphes. Après, il y a cette proposition dont la démonstration prend aussi une petite page. Hein. En tout cas, voilà le résultat clé de la théorie de Galois. Je pense que c'est vraiment le résultat clé. Ce n'est pas ce qu'on appelle le théorème de la théorie de Galois, mais c'est un résultat clé qui permet maintenant de formuler le théorème fondamental de la théorie de Galois. Donc j'introduis un peu de notation, soit L sur K a une extension de corps quelconque. Donc j'ai déjà dit que si G est un groupe d'automorphismes de L sur K, on note LG, que G soit fini ou pas, c'est le corps fixe, on appelle ça, c'est les éléments X dans L, tel que pour tout sigma dans G, sigma X égale X. Inversement, donc ça c'est une sous-extension. Donc LG sur K est une sous-extension de L sur K. Donc comme ça, un sous-groupe du groupe des automorphismes de l'extension, on peut lui associer une sous-extension.
Et inversement, si M sur K est une sous-extension de L sur K, on peut lui associer un groupe, un sous-groupe de haute de L sur K. Si je veux que ce soit un peu cohérent, je ne vais pas associer le sous-groupe de haute de M sur K. Vous voyez, ici, le groupe, il a beaucoup à voir avec des éléments qui sont l'identité sur LG. Donc si je veux avoir une correspondance digne de ce nom, je vais considérer haute de L sur M. Évidemment, ça, les gens qui laissent fixes les éléments de M laissent aussi fixes les éléments de K. Donc c'est un sous-groupe de haute de L sur K, sous-groupe. Donc en fait, si on fait des ensembles, donc je vais noter soit G ronde, l'ensemble des sous-groupes G, le sous-groupe de haute L de K, et E ronde, l'ensemble d'extensions, sous-extensions, donc MK sous-extension de L sur K. J'ai donc des applications. J'ai une application de G dans E, et j'ai une application de E dans G. Un sous-groupe de G, des automorphismes, je peux lui associer une sous-extension, à savoir celui-là. Donc je vais l'appeler F pour le corps fixe. Donc F de G, c'est la sous-extension LG sur K. Et l'autre, j'appelle A pour les automorphismes. A d'une sous-extension. Je prends les automorphismes de M sur K. Il faut être conscient que ces deux ensembles sont ordonnés partiellement par l'inclusion. Et ces applications renversent l'orientation. Elles sont décroissantes pour l'ordre partiel naturel. G et E sont ordonnés par partiellement ordonnés par l'inclusion. Vous voyez, si G est contenu dans H, qu'est-ce qui se passe avec les corps fixes? Mais dire que vous êtes fixe sous tous les éléments de G ou sous tous les éléments de H, s'il y a plus d'éléments ici, ça risque d'être plus petit, ce corps-là. Si je prends les points fixes pour un groupe plus grand, il va y avoir moins. Donc on va avoir cette inclusion-là. Oui, donc c'est dire que F est décroissante. Si G est inférieur à H, F de G est supérieur ou égal à F de H. Et pareil pour A, heureusement, parce que voilà, ça va pour une extension galoisienne, ça va des applications réciproques, donc c'est des bijections, et l'une va être réciproque de l'autre. Mais il faut faire attention, elle renverse l'orientation. Pareil pour les extensions. Si j'ai une extension M sur K, une sous-extension deux sous-extensions de L sur K, M sur K et N sur K, si je leur associe le groupe d'automorphismes ici de L sur M et là de L sur N, bien sûr, un automorphisme de L sur N, ça va être un automorphisme de L sur M, mais pas réciproquement. Pas nécessairement, en tout cas. Donc, vous voyez, L sur M va contenir les automorphismes de L sur N. Oui, donc, les applications F et G sont décroissantes. Donc, elle renverse l'orientation, elle renverse l'ordre. Autrement dit,
G inférieur ou égal à H, l'inclusion c'est donc l'ordre, donc je vais écrire G inférieur à H, implique f de G supérieur ou égal à f de H. Et mk inférieur à n sur k implique A de m sur k supérieur à A de n sur k. Vous voyez, c'est des applications décroissantes, comme on dit, entre deux ensembles partiellement ordonnés. Bon, il faut le dire. Bon, on peut dire encore beaucoup plus de choses sur ces ensembles partiellement ordonnés. C'est des treillis, il y a des maximums et des minimums dans un sens précis. Et donc, F va envoyer un maximum sur un minimum, et pareil pour A, etc., etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails maintenant. Avec ces préparations-là, je vais pouvoir formuler et démontrer le théorème fondamental de la théorie de Galois. Un théorème fondamental de la théorie de Galois. Donc soit L sur K, une extension galoisienne finie. On peut aussi le faire pour des extensions infinies, mais ça complique un peu. Il faut regarder une topologie sur le groupe des automorphismes. Donc on le fait uniquement pour une extension finie. Soit L sur K, une extension algébrique donc, finie. Donc finie, ça suffit, parce que c'est automatiquement algébrique. Et galoisienne. Alors, les applications que j'ai mises en place ici sont des bijections. Alors, F et A sont des bijections. Et l'une est réciproque de l'autre. L'une étant l'application réciproque de l'autre. Donc ça, c'est très fort parce que ça veut dire qu'il y a une bijection. Il y a une bijection entre les sous-groupes du groupe de Galois de L sur K et les sous-extensions de L sur K. En particulier, il y a bijection entre l'ensemble des sous-groupes du groupe de Galois de L sur K et l'ensemble des sous-extensions de L sur K. Et ça va très loin. Il y a certaines propriétés qu'on peut traduire comme ça. Et notamment, ça explique un peu la notion de normalité, d'où ça vient. Parce que, je vais peut-être juste le dire, que si le sous-groupe est distingué, en anglais on dit normal, si ce sous-groupe est distingué, on dit normal, alors ça correspond à ce que M sur K soit normal. On a vu qu'une sous-extension d'une extension normale n'est pas forcément normale. On a vu un exemple avec la racine quatrième de 2. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, ce n'était pas cet exemple-là. Non, la racine cubique de 2. Q racine cubique de 2 est une sous-extension d'une extension galoisienne, donc normale, à savoir le corps de décomposition de x3-2, le corps de rupture de x3-2. Q racine 2 n'est pas normal sur Q. Donc si on a une sous-extension M sur K, ce n'est pas forcément normal. Alors l'extension M sur K va être normale si et seulement si son sous-groupe associé par l'application A
est distingué dans le groupe de Galois. Bon, si vous voulez des formules plus explicites, plus explicitement, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que si j'ai une sous-extension L sur M, et je prends les invariants, je retombe sur M. C'est-à-dire que F composé avec A est l'identité, c'est-à-dire si je prends d'abord gal de L sur M et ensuite les invariants sur gal de M, je retombe sur M. Et l'autre, que un rond F égale l'identité, c'est dire que le groupe de Galois de L sur LH est égal à H. Oui, parce que c'est automatiquement galoisienne. Hein, ça, je pense que c'est clair. Si vous avez une sous-extension M sur K d'une extension galoisienne, L sur M est galoisienne. Hein. C'était des implications faciles pour la normalité et pour la séparabilité. Ça, c'est complètement explicitement. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt regarder, je ne vais plus faire la démonstration parce qu'on est déjà un peu tard. Et on va faire un exemple explicite où on voit comment ça fonctionne. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut commencer par une extension galoisienne. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Il faut donc une extension normale et un caractéristique 0, ça suffit. Donc, je vais prendre K égale Q, comme ça, je suis en caractéristique 0. Et une extension galoisienne qu'on a vue, une extension normale, c'était, moi j'ai adjoint à Q racine cubique de 2, mais aussi une racine cubique primitive de l'unité. Par exemple, exponentielle de pi sur 3. On a vu que L sur K est normal. Et comme la caractéristique de K est 0, L sur K est séparable. Parce qu'on a vu qu'un caractéristique 0, un polynôme irréductible, est forcément séparable. Donc L sur K est galoisienne. L sur K est galoisienne. D'ailleurs, son degré, on l'avait vu aussi, le degré de L sur K, c'était 6. Parce que j'ai une extension de degré 3, une extension de degré 2. Et la plus petite extension qui comprend une extension de degré 3 et de degré 2 doit être de degré 6. Son degré doit être multiple de 3 et 2. Et on peut voir que le degré ne peut pas être plus que 6. En faisant l'extension successive. D'abord racine de 2, racine cubique de 2, adjoindre, et ensuite xi. Donc ça c'est facile à faire. En déterminant le groupe de Galois. On détermine le groupe de Galois. Et de là, on peut déduire donc toutes les sous-extensions de L sur K. Alors, ce qui est très important, on appelle ça aussi ce groupe de Galois, c'est aussi le groupe de Galois, parce que ça, c'est l'extension de rupture, le corps de rupture du polynôme x3-2. Et du coup, on appelle ce groupe de Galois aussi le groupe de Galois du polynôme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les éléments du groupe de Galois, si sigma est un automorphisme de l'extension L sur K, et x est une racine de ce polynôme P, dans L, sigma x est aussi une racine de P dans L.
On l'a vu à plusieurs reprises et on peut toujours le revoir très facilement parce que P de sigma x, c'est sigma de Px. Autrement dit, sigma permute les racines de P. Donc en fait, on a, et évidemment, comme c'est une action du groupe de Galois, c'est vraiment une permutation, c'est inversible. Donc en fait, on récupère, on obtient un morphisme. Comme l'ensemble des racines, ici, c'est justement racine cubique de 2, xi racine cubique de 2 et xi carré racine cubique de 2, un ensemble à 3 éléments, on obtient un morphisme de groupe. Du groupe de Galois dans le groupe symétrique S3 sur ces 3 éléments-là. Je vais peut-être dire S3 pour le groupe de permutations de cet ensemble à 3 éléments-là. Comment ça fonctionne? Si j'ai sigma ici, je lui associe l'unique permutation pi, telle que, peut-être qu'il faut que je les appelle Z1, Z2 et Z3. Sigma va permuter ces éléments. Sigma de Zi, c'est Z de pi. Je regarde comment sigma agit sur la comme permutation. Ça, c'est général. Si vous avez une action d'un groupe sur un ensemble, ça correspond à un morphisme de groupe, dans le groupe symétrique de l'ensemble. C'est ce qu'on voit ici en action. Et ce qui est important, c'est que cette action-là, quand on regarde l'action sur les racines du polynôme dont on a pris l'extension de rupture, ce morphisme est injectif. Phi est injectif. Oui, mais c'est normal, parce que si sigma agit trivialement sur toute la racine, en effet, si sigma de Zi égale à Zi, pour tout i, sigma est identité sur L. Parce que L, c'est quoi? L, c'est Q, et maintenant je l'écris comme Z1, Z2, Z3. Si sigma agit trivialement sur le générateur, il agit trivialement tout court sur Q, sur cette extension. Vous voyez? Donc cette application est injective. Donc on va très facilement pouvoir reconnaître notre groupe. On n'a qu'à regarder comment les éléments vont permuter. Et on en voit des éléments tout de suite. J'ai la conjugaison complexe, soit gamma, la conjugaison complexe, disons de C sur R, mais c'est donc par restriction, ça envoie cette extension normale L sur K dans lui-même. Donc comment il agit sur ces éléments-là? Gamma de Z1. Gamma, je le vois donc comme automorphisme de L sur K. Hein. C'est la restriction de la conjugaison complexe classique. Gamma de Z1, c'est Z1, parce que Z1 est réel. Et gamma de Z2, c'est Z3. Et gamma de Z3, c'est Z2. Autrement dit, phi de gamma, c'est la permutation 2,3. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. On voit ça un peu comme ça. Ici, j'ai Z1, qui est racine cubique de 2. Là, j'ai Z2. Et là, j'ai Z3. Donc, xi racine cubique de 2, xi carré racine cubique de 2. Et donc, j'ai ici gamma échange de ces deux-là. J'ai cette permutation-là. Pour en construire un autre, on peut très facilement en construire parce que, vous voyez, je commence par si je regarde Q racine cubique de 2 sur Q, c'est une extension monogène.
Et je peux l'envoyer très facilement dans Q bar de pleine manière en choisissant n'importe quelle racine. Oui, mais prenons Z2. Z2 étant racine du polynôme P, polynôme minimal de racine cubique de 2 sur Q, c'est-à-dire x3 moins 2, il existe ce qu'on avait peut-être appelé taux, parce que je vais l'étendre après. Il existe pour cette extension monogène déjà un morphisme dans Q bar, mais comme c'est une extension normale, il va forcément atterrir dans L, c'est-à-dire l'extension normale, donc celui-là, qui envoie racine cubique de 2 sur Z2, xi racine cubique de 2. Mais celui-là, comme L sur Q racine cubique de 2 est algébrique, et L sur Q est normal, je peux l'étendre. D'abord, je peux l'étendre à valeur dans Q bar, mais comme L sur Q est normal, ces valeurs il va tomber dans L. On peut l'étendre à un morphisme sigma de L dans L. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Qu'est-ce que c'est que L? C'est Q racine cubique de 2. Je peux le voir comme Q racine cubique de 2, où j'adjoins une autre racine, x3 moins 2. Par exemple, j'adjoins xi racine cubique de 2. Quel est le polynôme minimal? Quel est le polynôme minimal de celui-là? C'est un polynôme de degré 2. Hein. Donc j'écris P comme x moins 3 racine de 2 facteur de Q dans Q racine de 2 Q racine cubique de 2 sur Q. Et Q, donc, Q est de degré 2 et irréductible. Il est de degré 2, il n'a pas de racine réelle, parce que x3 moins 2 n'a qu'une seule racine réelle que j'ai enlevée ici. Donc celui-là est irréductible. Donc ça, c'est une extension. Donc ça, c'est une extension de degré 2. Engendrée par xi racine cubique de 2. Et il a deux racines. Il a deux racines dans L. Q a deux racines. Dans L. Justement, un xi racine cubique de 2 et xi carré racine cubique de 2. Oui, donc pour l'étendre celui-là, je vais donc envoyer, c'est ça ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que j'ai un morphisme tau de Q racine de 2 dans L, je veux l'étendre en L tout entier, donc je vais choisir une racine du polynôme tau de Q, où on fait agir
taux sur les coefficients de Q dans L. Le taux de P, c'est P, parce que taux, ça c'est le polynôme que j'obtiens si je fais agir taux sur les coefficients. Taux de P, c'est P, parce que P est un polynôme à coefficient dans Q. Mais P s'écrit comme ça, x moins racine cubique de 2 fois Q. Et taux envoie racine cubique de 2 sur xi racine cubique de 2. Donc on sait ce que c'est taux de Q, parce qu'ici, P, c'est x moins racine cubique de 2, que multiplie x moins xi racine cubique de 2, que multiplie x moins xi carré racine cubique de 2. Donc on en déduit que taux de Q, c'est que c'est les deux autres racines qui sont dedans, Z1 et Z2. Je n'ai même pas besoin de faire la division là, je sais ce que c'est. Et donc je peux choisir n'importe quelle racine. Je peux choisir Z1 ou Z2. Je peux donc étendre taux en envoyant, par exemple, qu'est-ce que je voulais faire là? Le xi racine de 3, là c'est Z1. On peut, par exemple, on peut étendre taux à sigma. On a un choix là. Sigma de L sur Q, donc peut-être qu'il faut écrire en toutes lettres ce que c'est L. Q racine cubique de 2, que je vois comme ça, Q racine cubique de 2, où j'ai adjoint xi racine cubique de 2, vers l'extension normale qui était L, donc que je préfère écrire comme ça. Je peux étendre taux et obtenir sigma. Donc comme c'est une extension, il va toujours envoyer racine cubique de 2 sur xi racine cubique de 2. Mais le générateur que j'ai adjoint, xi racine cubique de 2, je peux l'envoyer sur n'importe quelle racine de taux de Q ici. Donc ou bien sur racine de 2, ou bien sur celui-là. Il faut faire un choix. Par exemple, on l'envoie sur donc je suis en train d'envoyer Z1 avec... Donc taux envoie Z1 sur Z2, donc sigma aussi, il va envoyer Z1 sur Z2. Je vais faire une permutation cyclique, par exemple. Je vais donc envoyer xi racine cubique de 2 sur xi carré racine de 2. Je peux le faire. Par la construction générale, de morphisme partant d'une extension monogène. Là, c'est monogène, si je regarde ça comme corps de base. Vous voyez, ici, j'ai Z1 qui est envoyé sur Z2, et j'envoie Z2 sur Z3 avec sigma. Donc, comme c'est une permutation, il va forcément envoyer Z3 sur Z1, et on peut le vérifier parce que Z3, c'est l'autre racine de Q. Et si vous envoyez déjà Z2 sur Z3, vous êtes obligé d'envoyer Z3 sur Z1. Ça, c'était Z3 ici. Voilà, donc en fait, sigma envoie Z3 sur Z1. Et donc, on a obtenu une permutation cyclique. Donc, phi de sigma, l'élément de S3 qui correspond. Sigma, c'est un élément du groupe de Galois de L sur Q. Phi de sigma, c'est la permutation cyclique. 1 va vers 2 et 2 va vers 3. Et comme ces deux éléments engendrent le groupe S3,
on voit que le groupe comme S3 est engendré par, qu'est-ce que j'avais, la transposition 2, 3 et 1, 2, 3. On voit que phi du groupe de Galois de L sur Q dans S3 est un isomorphisme. Et donc du coup, on peut regarder, on connaît les sous-groupes de S3. Je vais l'écrire avec le plus petit en haut, parce que justement, qu'est-ce qu'on a comme sous-groupe de S3? Bien sûr, on a tous les sous-groupes engendrés par les transpositions. C'est le groupe à 2 éléments. On a un groupe un peu plus grand qui est engendré par la permutation cyclique d'ordre 3. Et tout ça contient le groupe, l'identité, hein, le groupe trivial. Et donc, par théorie de Galois, ça va correspondre à des sous-extensions donc le plus petit groupe ici, comme ça inverse, ça correspond donc son groupe fixe. Ben, bien sûr, si vous regardez en L les éléments fixes, vous avez l'extension L tout entière ici. Et donc ça correspond à ça. Et S3, c'est le groupe de Galois complet. Son corps fixe, c'est le corps Q. Car Q, c'est L puissance, le corps fixe du groupe de Galois de L sur Q. Et ainsi de suite. Par exemple, gamma, c'était ici, ça c'est le groupe engendré par gamma. Je regarde les points fixes sous gamma, c'est donc L sous gamma, juste les éléments qui sont fixes par gamma. Si je regarde un Q, maintenant je l'écris comme ça. Je regarde les éléments qui sont fixes par la conjugaison complexe. Ce n'est pas difficile de vérifier que c'est juste le sous-corps engendré par 3 racines de 2. Donc à celui-là correspond l'extension Q 3 racines de 2. Et de même, par exemple, la transposition 1,2 qui échange ces deux-là laisse invariant Z3. Donc il comprend Q racine de 1,2 laisse invariant 3. Donc c'est xi carré racine cubique de 2. Ça, c'est une sous-extension et qui correspond forcément à ce sous-groupe-là. Et ici, l'autre, c'est Q xi racine cubique de 2. Voilà, donc ça, c'est des extensions comme ça, qui sont contenues entre les deux. Il n'y a rien entre ces deux-là. Parce que sinon, il y aurait eu des sous-groupes encore ici. Vous voyez? Ça, c'est des sous-extensions. Ça, c'est primitif ou simple, en quelque sorte. Il n'y a pas de sous-extension non triviale entre les deux, et là non plus. Il y a encore une autre extension qui correspond à ça. Ce n'est pas bien difficile à deviner. Comme ce sous-groupe est de cardinal 3, l'extension doit être degré 2 sur Q. Donc je vais l'écrire ici. Donc il a un peu... je n'ai pas bien écrit les choses. Je voulais faire le truc petit, le plus haut. J'aurais dû écrire celui-là en bas, en fait. C'est trop fort, c'est plus fort que nous, d'écrire la chose plus grande plus haut. Donc j'aurais dû l'écrire ici. Les choses qui sont plus grosses, j'ai écrit le plus bas pour le sous-groupe,
Et pour les extensions, c'est l'inverse du coup. Là, c'est une petite extension. Ça, c'est des extensions de degré 3. Et là, c'est des extensions de degré 2 du coup. Ici, c'est pas difficile de voir et de vérifier que j'avais explicitement dit que c'était sigma. On peut vérifier que sigma fixe xi. Et donc, en fait, le sous-groupe, le sous-corps fixe par la permutation cyclique 1, 2, 3, c'est Q de xi, donc c'est qui est de degré 2. Et donc ici, vous avez une extension de degré 3. Donc tout ça se correspond. Bon, etc. Donc c'est ça l'intérêt de la théorie de Galois. Donc, pour les polynômes explicites, comme x3 - 2, on peut déterminer le groupe de Galois grâce aux permutations que ces éléments réalisent sur les racines du polynôme dont on a pris un corps de rupture. Et après, ça permet souvent de déterminer l'image. Ce n'est pas toujours surjectif, hein, ça peut être un sous-groupe strict. Et après, une fois qu'on a réalisé comme un sous-groupe strict d'un groupe de permutation, on peut algorithmiquement trouver tous ces sous-groupes et donc déterminer toutes les sous-extensions. Voilà, donc c'est ça, voilà, l'exemple, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est ça l'exemple, encore assez simple, mais sans doute trop simple, mais bon, ça donne déjà une petite idée de ce que la théorie de Galois nous apporte. Voilà, merci.